Madame la secrétaire générale, chère Ève, Madame la secrétaire nationale, chère Jocelyne, Monsieur le secrétaire général, je ne l'ai pas croisé, donc je ne sais pas s'il est là, cher Laurent, mais normalement il doit nous rejoindre. Madame la déléguée générale de la FHF, chère Zainab, Madame la directrice générale adjointe du CNG, je vois rien moi, donc chère Christelle, si je l'ai vu, mais je ne vois très mal la salle. Monsieur le président d'APH, cher Jean-François, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, bienvenue à la journée nationale 2023 du 5AS CFDT. Aujourd'hui, nous inscrivons nos réflexions et débats dans le thème de la crise climatique et environnementale, dans la droite ligne du dernier Conseil national fédéral de Rouen, et en écho des priorités largement portées et défendues par les deux derniers secrétaires généraux de la Confédération, dont celle qu'il est actuellement. Nous avons donc choisi d'y consacrer nos travaux ce jour. C'est d'ailleurs en phase avec notre Confédération, dont le Bureau national examinait cette semaine, je crois, son manifeste pour une transition écologique juste, que nous poursuivons les débats de nos journées 2011, qui, je vous le rappelle, s'intitulait à l'époque la RSE, l'éthique, nos identités professionnelles en question, à l'aune des conséquences indiscutables sur nos exercices de la crise climatique et environnementale. Évidemment, certaines interventions vous rappelleront au cours de la journée sans doute les chiffres, les constats, les perspectives. Il ne sera cependant pas pour nous aujourd'hui d'évaluer, d'estimer ou d'analyser l'ampleur contestée, on le sait, par une frange de l'opinion, du changement que nous affrontons d'ores et déjà. Non, nous partirons des faits. Cette salle est composée de citoyens, de militants, de salariés, d'employeurs aussi. Alors oui, il y a un dérèglement climatique, tous nous le savons, car à notre modeste échelle, tous nous le vivons. Nous vous avons posé la question il y a quelques jours sur les réseaux sociaux pour vous mettre en appétit, brûlante actualité ou prise de recul nécessaire, point d'interrogation. Eh bien, les dernières semaines ont répondu à notre place, que ce soit directement à travers les intempéries qui ont touché plusieurs départements, ou plus directement à travers le débat sur l'immigration au Sénat. Pourquoi ce lien entre des sujets apparemment différents? Et pourquoi seraient-ils plus cruciaux que d'autres? Eh bien, j'y viens. Nos établissements connaissent en effet, et depuis déjà un certain temps, des difficultés structurelles majeures de fonctionnement. On peut les rappeler brièvement. Démographie médicale en berne, recrutement et absentéisme, notamment infirmiers, très tendu, discontinuité des soins et des prises en charge, ligne de permanence des soins à trous, activité inférieure aux attendus et aux besoins, dégradation financière massive, en particulier des EHPAD, taux d'occupation préoccupant et j'en passe, avec en parallèle des besoins amplifiés dans tous nos domaines d'intervention. Pour détourner une célèbre fable, tous n'en meurent pas, mais tous sont frappés par un ou plusieurs de ces phénomènes qui se conjuguent pour créer la plus grande incertitude chez l'ensemble des acteurs. Un petit clin d'œil à Ève et à notre fédération. On n'oublie pas non plus le CTI, pour tous. Les directeurs sont concernés, ceux qui sont dans cette salle, à la fois dans leur gestion, par la fuite de leurs professionnels, et rappelons-le aussi, pour eux-mêmes. Puis un deuxième clin d'œil, l'actualité de la BASM, l'opposition majoritaire cette semaine, par le fait d'un célèbre syndicat français, mais qui n'est pas le nôtre, et qui est venu renverser un accord sur les rémunérations qui touche plus d'1 million de salariés dans notre pays. Quand s'ajoute à ce décor déjà pesant des événements climatiques extrêmes, les établissements, les équipes et leurs directeurs réagissent comme toujours. Face à toute crise, le système hospitalier et médico-social s'adapte, répond, compense, assume. Mais les crises succèdent aux crises, voire s'empilent, sans plus jamais offrir de répit. Si les canicules finissent presque par entrer dans l'ordre des choses, c'est qu'elles usent et tuent de manière presque silencieuse. Les intempéries violentes, tempêtes, ouragans, inondations, etc., sont évidemment à la fois de plus en plus fréquentes, mais surtout plus visibles. Elles produisent des images frappantes, coûtent en conséquences humaines, matérielles, en réparation. Pour les directeurs et leurs équipes, elles posent toujours la question du rétablissement sans délai. Acheminer les professionnels et la logistique, sauvegarder les installations, les maintenir en fonctionnement, et parfois participer à la mise à l'abri des populations. Assurer coûte que coûte nos activités, c'est notre mission. Pendant ce temps-là, les parlementaires s'activent, si l'on peut dire,
aux lois qui régissent notre pays. Ils s'attaquent, courageusement, disent-ils, aux totems et aux tabous. Le PLFSS devrait être l'occasion, chaque année, ou traduire leur devoir, selon nous, d'interroger les besoins de la population et les moyens que la nation est prête à y consacrer. Au lieu de quoi, l'adoption sans vote, via l'article 49.3, rompt l'équilibre et tronque les débats. Elle prive le pays d'un examen démocratique approfondi sur l'état de santé des Français, les besoins en regard, les objectifs pour l'améliorer, les modalités concrètes d'évolution de l'offre hospitalière médico-sociale et de ville, et les réalités actuelles de l'accès aux soins. Et que dire des outrances et des caricatures décomplexées qui ont accompagné le projet de loi immigration présenté en première lecture au Sénat. Tout presque, ne fut qu'amalgame et représentation fantasmée, mesures d'exclusion ou obstacles ajoutés au parcours des étrangers. Or, qui sont ces personnes, bien souvent contraintes à l'exil ? Elles incarnent une des facettes de la grande précarité des plus fragiles, en lien justement, au moins en partie, avec la crise climatique. La proposition, on l'a écrit, de transformation de l'AME actuelle en AMU restreinte est non seulement une faute morale, mais un contresens économique et une évidente aberration en termes de santé publique et plus particulièrement de prévention. À l'instar des membres du pacte pour le pouvoir de vivre auquel participe la CFDT, ces discours, ces idées, ces mots, charriés au décours du débat parlementaire, heurtent nos valeurs de justice sociale, d'égalité, de solidarité, de fraternité, d'égal accès de tous aux soins que portent les établissements et tous les professionnels qui participent à nos missions, que nous portons, directeurs, ingénieurs, cadres, médecins, pharmaciens, largement représentés par le 5A CFDT. Justement, je ne passerai pas sous silence dans ce contexte lourd les sujets actuels des directeurs du secteur public. À quelle sauce nous fait-on mijoter en cet automne 2023 ? L'actualité, en effet, c'est aussi les discussions statutaires engagées à l'occasion de la transposition annoncée de la réforme de la haute fonction publique. Après l'État, elle concerne désormais les deux autres versants, dont l'hospitalier. Un projet porté par le président et ses ministres successifs de la transformation et de la fonction publique. Un projet emblématique du gouvernement visant à adapter la haute administration aux enjeux de demain, dont notre thème de cette journée. Je me dois d'en dire quelques mots pour partager avec vous notre état d'esprit. À quelle sauce donc ? Eh bien une sauce qui n'a ni le piquant de négociations rudes et franches, ni le liant du dialogue social constructif. On y perçoit déjà l'amertume des engagements non tenus, l'astringence d'une attente trop longue, l'acidité de propositions réchauffées. Déjà, le goût se gâte et les vitamines s'égarent, comme lors de cuissons trop lentes. Comment en effet ne pas ressentir de l'aigreur après la pause subie de début juillet à fin octobre, malgré nos relances incessantes et le mouvement du 19 octobre, qui a marqué, avec l'appui et la fraîcheur des élèves mobilisés, il y en a dans la salle, un petit clin d'œil et je leur en remercie, la fin de ce silence. Comment ne pas rapprocher le dédain exprimé par la remise des propositions pour les D3S, scandaleuse et inacceptable, de l'abandon des établissements qu'on laisse s'effondrer financièrement. L'action est tellement timorée, tellement tardive. Au mépris de tous les acteurs du grand âge, du handicap et de l'enfance, qui attendent depuis presque 2 décennies une loi qui viendrait enfin tirer les conséquences sociétales du vieillissement inéluctable de la population, de la place faite au handicap, des besoins de l'enfance, et poser les bases d'une prise en charge collectivement assumée et financée dans toutes ses dimensions. Aigreur aussi si on s'attaque à la part congrue offerte aux directeurs des soins, à l'avenir de leur positionnement, de leur rôle et de leur fonction dans nos établissements. Leur statut mal fagoté et injuste d'avril 2022 réclame d'urgentes corrections d'abord, des améliorations substantielles ensuite. On nous répond que l'encre n'est pas sèche, je cite. Mais à la CFDT, nous savons bien que cette encre ne doit surtout pas prendre le temps de sécher quand le texte est à reprendre. C'est notre cohérence, elle guide nos actions et nos actes. Mais on ne construit pas plus une négociation qu'une relation sur le mépris. Le 5A CFDT plaide depuis l'entrée en discussion pour voir appliquer les basiques de la négociation. Un accord de méthode, un calendrier,
des ordres du jour prévus et respectés, des documents partagés en amont et suffisamment tôt pour pouvoir y travailler et nourrir les échanges, des comptes rendus validés, la possibilité de bilatéral en parallèle des rendez-vous communs, un tempo respectueux du travail concret sur les textes, un espace pour présenter des propositions techniques et s'assurer qu'elles sont lues, des hypothèses concrètes de reclassement pour mesurer les impacts pour chacun. Bref, ce que l'État, en tout cas au ministère de la Santé, ne fait pas ou ne sait pas faire. Nous n'avons pas le sentiment de demander la lune. Force est de constater que l'État peine à s'appliquer à lui-même les règles qu'il prône dans les textes qu'il produit, à moins qu'il ne s'agisse que de communication. Nos alertes sont régulières auprès de la DGOS et du CNG. Nous avons rencontré les cabinets des ministres, leurs conseillers, les directeurs de cabinet, poussé nos revendications aux ministres jusqu'à la première d'entre elles. Vos représentants élus et mandatés sont au travail, prêts à soutenir l'échange, avancer nos billes, relever ou faire corriger les erreurs avant qu'elles ne se traduisent en texte. Notre démarche de travail revendicatif est partagée avec 2 autres organisations. Nous nous concertons régulièrement pour maintenir et accentuer la pression. Bien qu'absolument majoritaire, à l'issue des dernières élections professionnelles, nous butons sur des représentations erronées de nos métiers et de nos responsabilités. Nos revendications sont pourtant à la hauteur des défis que nous devons affronter chaque jour dans nos établissements. Et parmi ces défis, je reviens au thème de cette journée, la crise climatique et environnementale. Cette crise, donc, nous oblige, en tant que citoyens, en tant que fonctionnaires, en tant que professionnels de santé, et nous les cumulons en tant que personnes. Nos établissements, en effet, sont énergivores. Une partie significative des produits qu'ils utilisent et dispensent quotidiennement proviennent des 4 coins du monde. Nos locaux à chauffer et éclairer ont des structures techniques et bâtimentaires, pour certains d'entre eux, d'un autre temps. Nos fonctionnements génèrent d'importants besoins de mobilité. Nous faisons travailler des personnels H24 et 365 jours par an, et nos usagers doivent, pour accéder à nos services, évidemment, également, être mobiles. Et il y aurait bien d'autres effets à décrire. Comment affronter, anticiper, amender dans ces conditions la dégradation des conditions de travail qu'engendre la crise climatique? Pensons ici à la canicule, aux perspectives dans certaines zones géographiques françaises d'être exposées 30 à 40 jours par an à de fortes chaleurs, à l'impact sur la capacité, tout simplement la possibilité de travailler des agents dans ces conditions extrêmes. Comment réduire l'émission de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone de nos activités, alors que le vieillissement de la population et l'accroissement des maladies chroniques entraînent presque mécaniquement une augmentation à brève échéance des besoins de soins et de prise en charge. Le nœud, selon nous, se trouve en partie là, cette articulation des notions soins, santé et réciproquement l'enjeu des soins sur la santé globale. Il est de plus en plus question d'attribuer aux acteurs, aux établissements, une responsabilité populationnelle. Si l'on considère que cette responsabilité vise à améliorer, au pire à maintenir, les indicateurs en santé de la population couverte, il est dès lors impossible d'en exclure l'environnement, tant la pollution, la qualité de l'air et de l'eau, l'utilisation, la toxicité durable de produits nocifs, la qualité des produits alimentaires, et j'en passe, ont des incidences directes sur l'état de santé d'une population. Quelle part devons-nous prendre dans cette responsabilité qui réunit nécessairement un réseau d'acteurs issus de secteurs très divers? Mais cette responsabilité concerne plus encore ceux qui, dans cette salle, sont en position de direction, d'encadrement, d'employeurs, ou encore tous ceux qui nous proposent des choix organisationnels ou techniques. Responsabilité d'employeur, mais aussi sujet d'inclusion, d'attractivité, de mobilisation. Comment faire la place à ces sujets qui mobilisent les salariés les plus jeunes, mais pas seulement, dans leur vie personnelle et parfois dans leurs engagements? Comment leur permettre de vivre cet engagement-là, dans leur travail, en tant que professionnels compétents? On cherche à redonner du sens au travail, à nos métiers. N'y a-t-il pas là un levier, des pistes, et surtout une ressource? Ce nœud que j'évoquais tantôt, soins santé, interroge également la notion de pertinence, dont la mise en musique dans nos missions, moult fois annoncée, patine depuis plusieurs années, car invoquée en premier lieu pour des motifs économiques, dans un système où les revenus, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, individuels ou collectifs, sont surtout générés par la croissance des actes et les séjours, dans un jeu finalement à somme nulle par l'effet de l'Ondam.
Primum non nocere. La pertinence est pourtant dès l'origine de la médecine très simplement exprimée. Vaut-il mieux faire ou ne pas faire? Choisir un acte, un traitement, une intervention, ou considérer que sans, ou avec moins, ça peut marcher tout aussi bien. La question n'est plus seulement financière, elle est désormais systémique et encore plus éthique. Comment réduire les interventions d'un système de soins dont l'impact environnemental prend sa part dans la dégradation d'ensemble. Ces questions, ces thématiques, ces débats que nous abordons dans un plan large le matin grâce à des intervenants de haute tenue que j'en profite pour remercier par avance de leur éclairage, nous avons choisi de les interroger cet après-midi sous une triple focale, celle du pilotage des établissements, celle de la formation, en faisant appel aux élèves des différentes filières de l'HESP, celle du dialogue social, en inscrivant notre sujet dans le champ de l'action syndicale à travers, entre autres ambitions, l'accord national interprofessionnel signé en début d'année par la CFDT. En effet, si nous n'avons guère de certitudes, nous avons des convictions et des orientations. Elles nous guident. Parmi celles-ci, l'importance de la formation, tant initiale que tout au long de la vie, mais aussi la capacité d'innovation, entre autres, de nos plus jeunes et plus récents collègues. La place que ces sujets, de la transition écologique à la prévention, doivent avoir dans notre école de santé publique. La force de production des données et de génération d'hypothèses nourrissant les travaux de recherche qui y sont menés. Et puis, comme un mantra auquel nul ne nous fera renoncer, rien sans le dialogue social. Je citerai ici ce que le syndicalisme, dont la CFDT, promeut depuis toujours. Rien ne doit se faire, rien ne se fera sans les travailleurs. La place des personnels et de leurs représentants, dont nous sommes, est un levier indispensable au changement. En raison des attentes, en raison des besoins, en raison, je l'ai dit, de l'envie d'engagement et de la quête de sens comme de responsabilité. En raison du caractère profondément inégalitaire du poids induit par la crise écologique sur les plus vulnérables, pour que les changements sociétaux rendus nécessaires par cette transition ne se traduisent pas en crise sociale. Je le disais plus haut, il s'agit une fois de plus d'égalité, de justice sociale, de prise en compte de la fragilité comme facteur aggravant d'exposition aux risques, à tous les risques. La place de la transformation écologique et environnementale dans les négociations collectives nous apparaît comme une évidence. Avec ce gouvernement, vertical et centralisateur, rien n'est jamais certain. Mais nous sommes à la CFDT, l'écoute des salariés, c'est notre ADN, la participation, c'est notre ADN, la négociation, c'est notre ADN, l'intérêt général, c'est notre ADN. Alors avec Marie-Lise Léon, ajoutons et approuvons, la CFDT doit être le syndicat de la transformation écologique et climatique au travail. Alors belle journée tous ensemble et qu'elle vous soit profitable. Je déclare ouverte la journée nationale 2023 du 5A CFDT.